Dans l'univers impitoyable d'Hollywood, Ron Howard incarne l'image parfaite du gentil garçon devenu réalisateur respecté. 60 ans de carrière, sans scandale, toujours un sourire aux lèvres, jamais un mot déplacé. Mais derrière cette façade immaculée se cache une vérité bien différente. Pour survivre 6 décennies au sommet, il ne suffit pas d'être sympathique, il faut une armure de titan. Aujourd'hui, nous dévoilons les 6 stars qui ont testé les limites de sa patience et révélé le prix à payer pour rester debout dans cette jungle dorée. Avant de plonger dans ces histoires explosives, abonnez-vous immédiatement à Les Célébrités du Monde. Chaque abonnement nous permet de continuer à vous révéler les coulisses interdites d'Hollywood. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation exclusive sur vos stars préférées. Et maintenant, découvrons ensemble les acteurs qui ont fait vivre un enfer à Ron Howard. Numéro 1. Frances Bavier, la tante glaciale. Pour des millions d'Américains qui suivaient religieusement The Andy Griffith Show dans les années 60, Frances Bavier représentait la quintessence de la tendresse maternelle. Dans son rôle de tante Bee, elle incarnait le pilier émotionnel de Mayberry, cette ville fictive où les plus grands drames tournaient autour de la qualité des cornichons faits maison et de la sécurité du petit Hoppy. Mais pour le jeune Ron Howard, la réalité des plateaux de tournage fut sa première leçon brutale sur le gouffre vertigineux séparant l'image publique de la vérité privée. Pendant que le monde entier voyait une tante adorable, l'équipe technique et les acteurs devaient composer avec une comédienne formée au théâtre new-yorkais, vivant dans un état permanent de mépris professionnel glacial. Bavier ne se considérait absolument pas comme membre d'une troupe joviale de bons gars ruraux jouant une comédie de province. Elle se voyait comme une artiste dramatique sérieuse, emprisonnée dans un médium qu'elle jugeait indigne de son calibre. Cette perception créa une forme particulière de tension sur le plateau, un mal silencieux fait de froideur émotionnelle auquel un enfant acteur comme Howard était particulièrement sensible. Dans une ville comme Mayberry, construite sur les fondations de l'amour communautaire, Bavier était une île d'austérité professionnelle. Une fois les caméras éteintes, elle ne voulait surtout pas être tante Bee. Elle exigeait le respect et elle ressentait qu'une sitcom sur un shérif de petite ville constituait une insulte à son pédigré théâtral. Pour Howard, Bavier incarnait l'archétype du dédain professionnel. Ce n'était pas la colère explosive d'une diva capricieuse, mais plutôt le ressentiment à combustion lente d'une personne se sentant surqualifiée pour sa propre existence. Dans ses interviews et son autobiographie The Boys, Howard a raconté que Bavier n'était absolument pas fan des pitreries auxquelles se livraient Andy Griffith et Don Knotts. Pendant que ces messieurs riaient et improvisaient joyeusement, Bavier demeurait rigide comme une statue de marbre. En tant qu'enfant, Howard cherchait chez les adultes du plateau des modèles de comportement. De Griffith, il apprit le leadership et l'humour. De Bavier, il découvrit que la personne vous souriant dans le script pouvait être celle qui vous ignorait ostensiblement à la table du catering. Cette tension n'était pas qu'atmosphérique, c'était un mur de béton. Howard nota que Bavier était profondément offensée par la nature décontractée du plateau. On raconte même qu'elle aurait un jour donné un coup de parapluie à l'acteur Jim Nabors parce que ses vocalises l'agaçaient. Pour le petit Ronnie Howard, cette découverte fut une introduction déconcertante au masque hollywoodien. Il devait apprendre à simuler l'intimité avec une femme qui, dans la réalité, ne lui offrait rien d'autre qu'une distance polie ou une irritation visible. Cette expérience lui enseigna une leçon directoriale vitale. La chimie à l'écran résulte souvent d'un acte de volonté pure plutôt que d'une affection authentique. Le comportement de Bavier manifestait l'ego de l'âge d'or, cette conviction que l'art du jeu dramatique constituait un devoir sacré et solennel qu'il ne fallait pas dégrader par des jeux d'enfants ou des clichés ruraux. Elle luttait contre le fait que, malgré ses décennies de travail théâtral, elle ne serait jamais rappelée que pour un personnage qu'elle méprisait fondamentalement. Ce ressentiment transpirait dans ses interactions avec Howard. Elle n'était pas méchante dans le sens traditionnel, mais elle était émotionnellement indisponible, créant un vide là où un jeune performeur attendait un mentor. Cette froideur força Howard à mûrir plus rapidement, réalisant qu'une famille télévisée n'est souvent qu'une collection d'étrangers liés à un contrat. La friction atteignit son sommet lors des dernières années de l'émission. Alors que le reste de la distribution resta une unité soudée, Bavier se retira encore plus dans sa carapace. Elle finit par prendre sa retraite en Caroline du Nord, se devenant une recluse et refusant de participer aux nombreuses réunions que Howard et Griffith chérissaient aussi tant.
Ce fut une fin tragique pour une carrière, définie par une femme incapable de réconcilier son talent avec sa célébrité. Howard a souvent parlé d'elle avec un mélange de pitié et de respect, reconnaissant que son malheur la rendait difficile, mais que sa discipline faisait de elle une professionnelle accomplie. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de ces révélations explosives. Numéro 2. Yul Brynner, le tyran impérial. Si Frances Bavier représentait le ressentiment froid et intérieur d'une époque mourante, Yul Brynner était l'exact opposé, un soleil flamboyant exigeant que chaque planète de la pièce gravite autour de lui. Ron Howard croisa Brynner sur le tournage du film The Journey en 1959. Howard n'avait que 5 ans, un minuscule rouquin propulsé en présence d'un homme qui ne se contentait pas de jouer des rois, il était convaincu d'en être un. Brynner, célèbre pour son crâne rasé et sa voix tonitruante dans Le Roi et moi, dégageait une aura de pouvoir absolu qui ne faisait aucune concession pour la présence d'un enfant. Ce fut la première rencontre de Howard avec le droit divin des rois, cet archétype de l'âge d'or où la star n'était pas simplement un acteur principal, mais un souverain régnant sur le plateau. Le mal de Brynner, si on peut l'appeler ainsi, prenait la forme d'une intimidation psychologique. Il évoluait à travers la production avec une grâce rigide et terrifiante. Pour un enfant comme Howard, habitué à la guidance paternelle douce de son propre père, Rance Howard, Brynner constituait une force extraterrestre. Il ne s'agissait pas d'un homme qui parlait, il émettait des décrets. Il ne marchait pas, il progressait en procession. Howard se souvient d'avoir été genuinement effrayé par l'intensité de Brynner. L'acteur avait cette façon de regarder à travers les gens plutôt que de les regarder, une technique conçue pour maintenir son statut de personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Dans le monde du cinéma des années 50, les stars comme Brynner étaient protégées par un système de studio qui les traitait comme des divinités, et Brynner s'appuyait sur cette divinité avec chaque fibre de son être. Ce fut une leçon sur l'atmosphère de la peur. Howard observa comment des membres adultes de l'équipe, des professionnels aguerris ayant travaillé sur des dizaines de films, se précipitaient pour satisfaire chaque caprice de Brynner. Si l'électricité n'était pas parfaite, si une réplique était bafouillée, si l'énergie du plateau n'était pas exactement à son goût, la désapprobation de Brynner n'était pas une conversation, c'était un changement climatique complet. Pour Howard, ce fut une expérience formatrice pour comprendre comment un seul ego peut détourner un processus créatif collectif. C'était l'antithèse de l'esprit collaboratif que Howard allait plus tard défendre en tant que réalisateur. Brynner incarnait l'objet inamovible, un homme dont l'engagement envers son propre mythe surpassait le confort de ses collègues. La friction ici ne naissait pas d'une rancune personnelle. Il est peu probable que Brynner considérait un enfant de 5 ans comme un père digne d'avoir une rancune. C'était plutôt un choc fondamental de philosophie. Howard apprenait le style Midwest du travail, être préparé, être gentil, faire partie de l'équipe. Brynner représentait le style continental, être le spectacle, être le mystère, être le maître. Howard a noté que la présence de Brynner était si écrasante qu'on avait l'impression que l'air quittait la pièce quand il y entrait. Ce n'était pas simplement de la célébrité, c'était une forme de tyrannie professionnelle reposant sur la subordination de l'identité de tous les autres. Brynner possédait également un penchant légendaire pour le contrôle de son image. C'était un talentueux photographe et un homme de haute culture, mais ses intérêts servaient souvent à le distancier davantage des gens ordinaires du plateau. Il ne s'engageait pas dans les petites discussions ou la camaraderie qui bâtissent un sentiment de sécurité pour un jeune performeur. Au lieu de cela, il maintenait un mur d'exotisme. Il était l'autre, une figure d'un sérieux si intense que ça frôlait l'absurde. Howard, même à un jeune âge, pouvait sentir que ce n'était pas juste du jeu d'acteur, c'était un mode de vie de domination savamment orchestré. Des décennies plus tard, quand Howard fit la transition vers la réalisation, le fantôme de Yul Brynner siégeait sur son épaule comme rappel de ce qu'il ne fallait pas faire. Les plateaux de Howard sont célèbres pour être détendus et égalitaires, une réaction directe au modèle empereur qu'il avait observé dans sa jeunesse. Il apprit de Brynner que, si la peur peut produire une performance puissante, elle crée aussi un environnement fragile où les gens sont trop effrayés pour innover. Brynner lui montra que l'icône est souvent une cage non seulement pour les gens travaillant avec elle, mais pour l'acteur lui-même, qui doit constamment performer sa grandeur. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces révélations sur vos stars préférées. Numéro 3. Shelley Long, la perfectionniste paralysante.
Là où la domination de Yul Brynner était une relique d'un empire en voie de disparition, Shelley Long représentait une forme moderne et plus cérébrale de friction. En 1982, Ron Howard se trouvait à un carrefour. Il n'était plus l'enfant acteur sous la coupe d'icône tyrannique. Il était un jeune réalisateur tentant de prouver qu'il possédait l'autorité pour diriger un long métrage majeur. Le projet était Night Shift, une comédie nécessitant un équilibre délicat entre énergie loufoque et cœur authentique. En Shelley Long, Howard trouva une comédienne brillante, mais il rencontra aussi une ancre analytique, une actrice dont le processus était si méticuleux et questionnant qu'il menaçait de paralyser la production. Long venait du monde rigoureux du Second City de Chicago, un background qui mettait l'emphase sur la déconstruction intellectuelle et la motivation des personnages. Pendant que Michael Keaton improvisait à 100 à l'heure et Henry Winkler s'appuyait sur sa chaleur naturelle, Long était souvent le frein du plateau. Elle ne voulait pas simplement dire les répliques, elle voulait connaître la structure moléculaire expliquant pourquoi son personnage, Belinda, choisirait ces mots spécifiques. Pour Howard, ce fut un baptême dans le monde de la gestion des stars. Il ne dirigeait pas juste un film, il négociait un traité de paix quotidien entre le calendrier de production et le perfectionnisme obsessionnel d'une star. La friction avec Long ne naissait pas de la malveillance, mais d'une inadéquation de tempo. Howard, ayant grandi dans le monde ultra efficace des sitcoms, où le temps c'est de l'argent, valorisait la dynamique. Long, inversement, semblait considérer le plateau comme un laboratoire. Les légendes de l'industrie et les réflexions de la distribution de cette époque dépeignent une actrice qui n'était pas toujours la plus facile à gérer, non pas parce qu'elle était une diva dans le sens traditionnel du terme, mais parce qu'elle était une perfectionniste pouvant devenir inconsciente des besoins de l'ensemble. Sur le plateau de Night Shift, cela se manifestait par des questions interminables et un désir de faire une prise de plus, longtemps après que le réalisateur était satisfait. Howard dut apprendre une leçon vitale en psychologie directoriale. L'encre analytique n'essaie pas d'être mauvaise, elle essaie d'être en sécurité. Pour Long, l'examen minutieux de chaque détail était un bouclier contre l'échec. Mais pour un réalisateur, ce bouclier peut devenir un mur. Howard se retrouvait dans une position où il devait valider ses préoccupations sans les laisser s'aborder l'énergie du film. Ce fut sa première véritable expérience avec le blocage intellectuel, une situation où un acteur utilise son intelligence comme forme de contrôle. S'ils peuvent surpasser intellectuellement le réalisateur, ils peuvent effectivement prendre le contrôle du plateau. La tension fut exacerbée par les habitudes techniques que Long développa, des habitudes qui allaient plus tard devenir célèbres sur le plateau de Cheers. On murmurait qu'elle se déplaçait accidentellement de façon forçant la caméra à rester sur elle, une forme subtile de vol de scène qui frustrait les costards. Sur Night Shift, cela créait une atmosphère compétitive, contrastant fortement avec l'ambiance familiale que Howard désirait ardemment. Il réalisa que le travail d'un réalisateur ne concerne pas seulement la caméra, il s'agit de gérer la gravité des stars. Long avait une forte attraction gravitationnelle, et si Howard ne restait pas ferme, le film entier serait absorbé dans son orbite singulière. Cette expérience marqua un tournant dans le style de leadership de Howard. Il réalisa qu'être un gentil gars ne suffisait pas. Il devait être un gars clair. Il apprit à établir des limites avec les performeurs qui confondaient processus avec obstruction. Il apprit aussi à apprécier le résultat, même si le voyage fut éprouvant. Long est indubitablement brillante dans Night Shift, apportant à Belinda une vulnérabilité qu'une autre actrice aurait pu manquer. Howard reconnut que la friction avait produit un diamant, mais que la chaleur de cette friction avait presque fait fondre la machine. Soutenez notre chaîne en vous abonnant, d'autres révélations exclusives arrivent. Numéro 4. Russell Crowe, l'alchimiste volcanique. Si la friction de Shelley Long était une usure intellectuelle au ralenti, Russell Crowe était un coup de foudre. Au moment où Ron Howard distribua Crowe dans Un homme d'exception, l'acteur était déjà une légende du type mercuriel. Un homme dont l'intensité physique et le tempérament explosif étaient aussi célèbres que son talent digne d'un Oscar. Howard, l'éternel chercheur d'harmonie, se retrouva soudainement chargé de diriger un alchimiste volcanique, un performeur convaincu que le grand art ne pouvait être forgé que dans la chaleur d'un four à haute pression. Ce n'était pas un choc de style, mais un choc de tempérament, le gentil garçon de la porte d'à côté contre le gladiateur.
Crowe apportait une intensité méthode sur le plateau qui se traduisait souvent par un désir de contrôle créatif total. Il ne jouait pas simplement John Nash, il l'habitait, et il s'attendait à ce que la production se plie aux besoins de cette habitation. Howard a raconté que Crowe posait de bonnes questions difficiles, ce qui est la formulation polie du réalisateur pour des débats intenses de plusieurs heures sur une seule ligne de dialogue ou le placement d'un accessoire. Crowe était un homme qui utilisait son intelligence et sa présence physique pour dominer l'espace. Sur le plateau d'un homme d'exception, et plus tard de l'ombre à la lumière, la friction était palpable. Crowe était connu pour avoir la mèche courte. Il s'était célèbrement bagarré avec un producteur lors d'une cérémonie de remise de prix durant cette ère. Et ce danger le suivait sur le plateau de tournage. Pour Howard, gérer Crowe fut une leçon sur le fardeau de la brillance. Il réalisa qu'avec certains acteurs, le mal n'est pas un manque de professionnalisme, mais un excès de celui-ci, un engagement si profond qu'il devient destructif pour le tissu social de l'équipe. Howard devait agir comme un dompteur de lions, fournissant suffisamment d'espace pour que le génie de Crowe puisse se déployer, sans laisser ce génie mutiler la distribution de soutien ou le calendrier. La friction ici concernait les limites. Crowe poussait et Howard, dans sa manière calme mais ferme, devait repousser. C'était une partie de poker à hauts enjeux jouée sur des mois de tournage, où la monnaie d'échange était le respect. Un des exemples les plus célèbres de cette friction survint quand Crowe insista pour tourner Un homme d'exception en ordre chronologique, un cauchemar logistique pour n'importe quelle production, encore moins avec un budget modeste. Howard résista initialement, citant la nature mosaïque du cinéma. Mais Crowe fut implacable. Il argumenta que la décadence psychologique de John Nash ne pouvait être simulée en sautant dans la chronologie. Dans un geste rare, Howard pivota. Il vit que Crowe n'était pas difficile par ego, il était difficile pour la vérité. Ce fut le tournant de leur relation. Howard apprit qu'avec un alchimiste volcanique, on ne combat pas le feu, on le canalise. Cependant, le coup psychologique sur Howard fut significatif. Contrairement à ses plateaux avec Tom Hanks ou Steve Martin, où l'atmosphère était de collaboration joyeuse, les plateaux Crowe étaient lourds de travail. Il y eut des jours de silence, des jours de débats heurtés, et des jours où l'air semblait épais de l'insatisfaction de Crowe. Cette période marqua la transition de Howard d'un réalisateur de film à un réalisateur de performance. En survivant au feu de Russell Crowe, il prouva qu'il pouvait gérer les éléments les plus dangereux que Hollywood avait à offrir. Howard et Crowe émergèrent comme amis et collaborateurs fréquents, mais les cicatrices de ces premières batailles demeurèrent. Crowe montra à Howard que le conflit n'est pas toujours quelque chose à éviter, parfois c'est le carburant qui propulse un chef-d'œuvre. Continuez à suivre en vous abonnant pour découvrir les 2 dernières stars. Numéro 5, Tom Sizemore, L'autoroute perdue. Alors que Russell Crowe représentait le feu du génie, Tom Sizemore incarnait une forme beaucoup plus tragique de friction hollywoodienne, l'effondrement au ralenti de la fiabilité. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Sizemore était l'un des durs à cuire les plus recherchés de l'industrie, un performeur puissant pouvant tenir tête à des géants comme Robert De Niro et Tom Hanks. Mais au moment où il croisait le chemin de Ron Howard, particulièrement durant l'ère du Grinch, Sizemore devenait l'affiche du fardeau du vice. Pour Howard, un homme qui considère un plateau de cinéma comme une famille collaborative sacrée, la présence de Sizemore fut une introduction douloureuse à l'ombre imprévisible. Le mal de Sizemore n'était pas une intention malicieuse de nuire au film, mais plutôt l'abandon total du contrat professionnel dû à la toxicomanie. Les plateaux de Howard sont construits sur une fondation d'éthique de travail Midwest. Arriver tôt, connaître ses répliques, respecter l'équipe. Sizemore, pris dans l'étau d'une addiction sévère, vivait souvent en opposition directe à ces valeurs. Il devint une figure de friction déchirante. Contrairement à une diva qui exige plus de loges ou un perfectionniste qui demande plus de prise, un acteur luttant contre l'addiction crée un vide d'anxiété. Chaque jour où il figure sur la feuille d'appel, le réalisateur ne se demande pas si la scène sera géniale, il se demande si l'acteur se présentera tout court. Pour Howard, gérer un talent comme Sizemore fut un exercice sur l'éthique de l'industrie. Comment protéger une production massive qui emploie des centaines de personnes et coûte des millions de dollars quand l'une des pièces maîtresses est un être humain en plein effondrement?
Howard a souvent parlé de la tristesse de témoigner d'un immense talent éclipsé par des démons personnels. Cette friction força Howard à définir ses propres limites. Elle lui montra que si être un gentil gars était admirable, il ne pouvait pas être un paillasson pour le chaos. Il apprit que le plus grand bien dans la réalisation de films est la protection de l'effort collectif, même si cela signifie prendre la décision difficile de se distancer d'un ami ou d'un talent devenu peu fiable. Sizemore reste un fantôme dans la carrière de Howard, un rappel de ce qui arrive quand la cage dorée d'Hollywood fournit trop d'argent et trop peu de responsabilités. Il fut le pilier déchirant de l'expérience de Howard, un homme dont la friction n'a pas juste chauffé le plateau, elle a brûlé toute la maison. Numéro 6. Henry Winkler, le paradoxe de l'ami. La friction la plus complexe dans la carrière de Ron Howard ne venait pas d'un ennemi, mais de son meilleur ami. Sur le plateau de Happy Days, Howard était le leader incontesté, le Richie Cunningham autour duquel la nostalgie des années 50 s'articulait. Mais en quelques saisons, un phénomène culturel se produisit. Henry Winkler, dans le rôle de Fonzie, ne devint pas simplement populaire, il devint le soleil. Pour Howard, ce fut le test ultime de l'ego. Il se retrouva dans le paradoxe de l'acolyte. Une situation où son personnage restait le centre moral, mais son statut aux yeux de l'industrie était érodé par un second rôle en blouson de cuir. La friction ici était unique, car elle n'était pas personnelle. Howard et Winkler s'aimaient. Winkler est et reste le parrain des enfants de Howard. Pourtant, le mal était structurel. Howard a admis que le traitement du réseau envers lui changea presque du jour au lendemain. Les exécutifs commencèrent à lui parler avec un manque de respect qui piquait. Ils évoquèrent l'idée de changer le titre de l'émission en Fonzie's Happy Days, un geste si insultant pour le statut professionnel de Howard qu'il menaça de démissionner. Il n'était pas jaloux du succès de Winkler, il protégeait sa propre dignité. Ce fut une leçon sur l'effacement du leader, comment Hollywood jettera rapidement de côté un cheval de trait fiable pour un pur sang tape à l'œil. Cette friction devint le catalyseur principal de sa transition vers la réalisation. Si le réseau ne le respectait pas comme acteur, il deviendrait celui qui engage les acteurs. Dans leurs années plus tard, les deux en discutèrent ouvertement sur un podcast. Howard confessa « Ça m'a blessé ». Ce fut un rare moment de vulnérabilité d'un homme qui garde habituellement ses cartes près du corps. Cette partie souligne la friction la plus humaine de toutes, la douleur d'être éclipsé. Le parcours de Ron Howard à travers les âges d'or et nouveaux d'Hollywood n'a pas été une promenade dans un jardin, ce fut une navigation dans un champ de mines. Du dédain glacial de Frances Bavier au génie volcanique de Russell Crowe, il a rencontré chaque version de l'ombre d'Hollywood. Mais Howard n'a pas laissé la friction le consumer. Au lieu de cela, il a utilisé pour polir son propre art. Il a appris que le mal à Hollywood n'est généralement pas un vilain en chapeau noir, c'est la collision d'égos insécurisés, le poids de l'addiction et la nature capricieuse du marché. Aujourd'hui, Howard se dresse comme l'un des réalisateurs les plus accomplis de l'histoire, un homme qui a survécu aux arêtes charjues des grands pour créer son propre style. Il a prouvé qu'on peut affronter les archétypes les plus difficiles et émerger avec son intégrité intacte. Abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde pour continuer à découvrir la vérité derrière les légendes d'Hollywood. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.